Français a été arrêté dimanche à sa descente d'avion sur l'île indonésienne de Bali. Dans ce pays, il s'agit d'un crime passible de la peine de mort. Don't worry about this. Find me a solution and it will be good. No problem. La masse d'avocat de l'équipe. Je me retrouve en prison, frère. Elle m'a pris 100K. L'équipe, aujourd'hui je vais vous raconter l'une des pires histoires de ma vie. J'étais censé passer des vacances de rêve, mais ça a viré au cauchemar. Bon, le projet de base, il était cool. On devait partir à l'autre bout du monde en vacances. 10 collègues à Bali. Le rêve, la frappe. Parmi ces 10 collègues, il y avait moi, il y avait Tangoham, il y avait Zaïd, il y avait Youss Soldat. Et je devais même rejoindre Youbi Récitation. On devait participer à la rénovation d'une école. On prépare le voyage. On va quand même faire 20 heures d'avion. On va bouger à l'autre bout du monde. Et avant de partir, on m'offre plein de cadeaux. Il y a mes parents qui m'offrent un nouveau tapis de prière. Il y a mon cousin qui m'offre une nouvelle valise. C'est les petites valises que tu peux faire rouler, que tu peux faire passer en bagage cabine. Il y a mon petit frère qui m'achète plein de ça. Enfin bref, le départ se fait de nuit à Paris-Charles de Gaulle. Et je te cache pas, on était excités. C'est normal, frangin. Tu vas à l'autre bout du monde avec tes collègues. C'est incroyable. On prend l'avion, petite escale à Dubaï, tu connais. Dubaï, ma gueule. Lâche-moi mon Z. Dubaï, ma gueule. La chétanerie n'est jamais finie. On reprend un deuxième avion, on arrive à l'aéroport de Denpasar, à Bali. De nuit, on est fatigué, on veut rentrer se reposer. Le voyage, il nous a exterminés. On récupère nos bagages, on fait le contrôle des passeports et ça y est, on doit sortir. Juste avant la sortie, il y a la douane, c'est comme d'habitude, des fois ils arrêtent une personne, 2 personnes sur 15, ils les fouillent, question de formalité, et après on est dehors. À la douane, on m'arrête. Moi je leur dis allez-y, fouillez mes valises, fouillez jusqu'à demain, j'ai rien à me reprocher, il y a rien de façon, tu vois. Ils se mettent à fouiller toutes mes valises, ça prend 2 heures, t-shirt par t-shirt, juste laissez-moi partir, ça fait 20 heures je suis dans l'avion, je vais craquer. Ça fait serrer par la douane, ma gueule. Ah, ma gueule. Du coup, j'attends. Et à un moment donné, il y a 2 keufs qui viennent et qui me passent les menottes. Je suis dans un cauchemar là, je suis dans l'avion, je me suis pas encore réveillé. C'est pas possible. On me menotte et on m'extrade par la sortie arrière de l'aéroport. Donc on me ramène, on me met dans une petite voiture et la voiture sort par une sortie que je connaissais même pas. Il y a un portail, on passe et on me ramène dans un commissariat. Il y a personne qui parle anglais, personne peut m'expliquer. On me laisse même pas prendre mon téléphone pour faire du Google Traduction. Je sais pas ce qui est en train de m'arriver en fait. La loi là-bas en Indonésie, si t'as fait quelque chose de mal, c'est l'isolement direct. Donc on me ramène à l'isolement. Alors la famille, l'isolement, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est une toute petite pièce de 5 mètres carrés maximum. Il y avait 2 mecs qui étaient là-bas. On te fait rentrer en caleçon. Tu rentres en caleçon. Et dans cette pièce, t'as rien d'autre à part des toilettes, un robinet et un sol en goudron. Je sais pas si vous avez tilté sur ce que je vous ai dit avant. Une seule pièce, il y a des toilettes dedans. On est 3. Ça veut dire quand ton pote va chier ou va pisser, il pisse ou il chie devant toi. Dans la même pièce que toi, il y a rien pour cacher. T'avais pas d'entrée d'air dans la pièce. T'avais juste un petit truc rectangle avec des barreaux. L'oxygène qui rentrait venait de là. Et vous savez, la famille en Asie, il fait hyper humide. Ça veut dire qu'à l'intérieur, tu transpires à mort, t'as plein de bêtes, plein de... Ah bon, je vous épargne tout ça. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, j'étais dans un cauchemar total. Et c'était que le début, c'est ça le pire. Bon, j'arrive à l'isolement, c'est le week-end. Le week-end, personne taffe. Y a pas d'avocat. Je dois attendre 2 jours avant de pouvoir engager un avocat. J'étais là, je savais pas pourquoi, dans une pièce avec des mecs qui parlent même pas ma langue. J'étais en train de serrer. Le lundi arrive, mes potes arrivent à me trouver une avocate à la première heure de la journée. Et l'avocate vient le premier jour me voir. Enfin, je vais pouvoir parler à une personne qui parle anglais. L'avocate m'explique qu'on a retrouvé de la drogue dans ma valise cabine que j'avais emportée avec moi. Je fume pas de drogue, c'est pas possible. J'ai préparé cette valise moi-même. Je ne fume pas. J'ai pas pu mettre de la drogue dedans. Puis l'avocate m'explique que la drogue était dans les revêtements de la valise. Il y a mon cousin qui m'offre une nouvelle valise. Ça veut dire que c'est mon cousin qui me l'a offerte, qui m'a calé la drogue dans les revêtements. Je vais serrer, je vais péter les plombs. Le problème, c'est pas mon cousin. Le problème, c'est faut que je sorte d'ici. Une fois sorti d'ici, je m'occupe de lui. Faut que je sorte d'ici. Je demande à l'avocat qu'est-ce que je dois faire pour sortir d'ici. Avant tout, l'avocate m'explique que la procédure veut que je fasse un test urinaire pour voir si j'ai du THC dans le sang. Ok, pas de souci. Dans le test urinaire, ils vont voir que je fume pas. J'ai pas de THC dans le sang. C'est carré, ils vont me relâcher. Elle me dit on verra. On m'invite à pisser dans un petit bocal en plastique. C'est un tout petit truc en plastique comme ça. Donc je rentre dans les toilettes et vous savez, dans les toilettes en Indonésie, c'est comme au bled. Dans toutes les toilettes, t'as des petits robinets pour jouer la sécurité. On sait jamais. J'ai pas pissé dans le bocal. J'ai mis de l'eau du robinet directement. Au moins, je suis sûr qu'il y a pas de THC. Ils pourront rien me dire. Je fais ça parce que je me dis, on sait jamais. On sait jamais. Ils me disent qu'il y a du THC dans mon sang et je sais pas. Donc je mets un petit peu d'eau du robinet. Puis je rends le bocal. C'était de la pisse indolore. En gros, c'était pas jaune, c'était blanc, mais c'est pas grave. C'est passé. Le jour même, j'ai les résultats de l'urine. THC positif.
C'est pas possible. J'ai mis de l'eau du robinet, il peut pas y avoir du THC dans de l'eau du robinet. Mais ça, je peux pas leur dire que j'ai mis de l'eau du robinet. Putain, qu'est-ce que je dois faire? En fait, à ce moment-là, j'ai compris que tu peux pas jouer avec la personne qui définit les règles. Et à ce moment-là, c'était eux qui définissaient les règles. Ils avaient décidé qu'il y avait du THC dans ma pisse, alors que c'était même pas ma pisse. Ben, je pouvais rien faire d'autre. Je retourne à l'isolement le soir. C'était horrible. L'isolement en Indonésie, c'est pas comme en France. En France, dans les prisons aujourd'hui, t'as la télé, t'as Internet, t'as Snapchat. Et là-bas, t'es en caleçon dans la cellule, vous êtes 3. Je vous raconte une anecdote d'ailleurs. J'avais mon gars Ousmane qui m'avait ramené un KFC. Il avait réussi à corrompre un peu les matons. Le KFC, il a réussi à me le faire passer pour à peu près 200 €. Mais j'étais trop content parce que là-bas, tu manges une fois par jour. C'est un triangle de riz et de l'eau. Les matons ont pris leur sous et ils ont donné le pot de KFC au chat devant moi, devant la cellule. Ça veut dire que je voyais le pot de KFC à travers mes barreaux, mais je pouvais pas y toucher. Et je voyais les chats manger le KFC que mon pote avait réussi à me faire passer. D'où le dessin là-bas, là. Vous comprenez mieux le dessin ici, là. Moi, dans la cellule, et les chats qui mangent le KFC en bas. Ça m'a tellement traumatisé que je l'ai mis dans mon studio. Et je sais pas si tu te rends compte. Ça fait maintenant 5 jours que je suis à l'isolement. J'ai aucun espoir de sortir à l'heure actuelle parce que mon avocat ne m'en a donné aucun. Je ne sais pas quoi faire. Ah oui, parce que je vous explique la loi en Indonésie. La drogue là-bas, c'est peine de mort. Un Français a été arrêté dimanche à sa descente d'avion sur l'île indonésienne de Bali en possession de 3 kilos de méthamphétamine. Dans ce pays, il s'agit d'un crime passible de la peine de mort. Le 6e jour, mon avocate vient me voir et m'annonce qu'on a peut-être trouvé une solution pour me faire sortir en fin de semaine. Waouh! L'avocate m'explique qu'il faut 11 000 € pour convaincre les personnes concernées de me faire sortir. Je lui dis ok, il faut juste que j'appelle un ami à moi. Les 11 000 € doivent être ramenés en cash dans les 24 heures. Je lui explique que je suis d'accord. Il me faudrait juste un téléphone pour pouvoir appeler mon ami Zaïd pour réunir l'argent et les ramener dans les 24 heures. À ce moment-là, j'ai espoir. Je me dis yes, je vais sortir 11 000 €. Je vais sortir, je vais être libre, peu importe l'argent. Je pense même pas à l'argent à ce moment-là. Entre-temps, mes parents avaient contacté l'ambassade française en Indonésie pour leur expliquer ma situation. Un ressortissant français était emprisonné en Indonésie. De ce fait, le même jour que la proposition de l'avocate, le 6e jour, Marc, vice-président de l'ambassade française en Indonésie, vient me voir. Il vient prendre des renseignements, essayer de mettre la pression au chef de la police pour me faire sortir. Niet. Le lendemain, Zaïd ramène les 11 000 € à l'avocate. L'avocate les donne au chef de la police. Bon, je pense qu'elle a pris son billet là-dedans, elle aussi. L'argent a été réuni, je dois sortir. C'est ça le deal. Argent égale sortie. Je dois sortir. L'avocate m'explique qu'avec l'intervention de l'ambassade française, le deal n'est plus le même. Que ça pue un peu pour le chef de la police. Le 8e jour arrive et je suis incarcéré au centre pénitentiaire de Polda à Kuta en Indonésie. Je me retrouve en prison, frère. Alors les prisons en Indonésie, on est 75 et il y a 3 toilettes. On doit faire la queue. Comme tu t'imagines bien, certaines personnes n'arrivent pas à se retenir et pissent de partout. On était dans une déchetterie humaine. C'était des conditions invivables. Ah oui, il n'y a pas de promenade en Indonésie, ça n'existe pas ça. Tu te promènes dans la pièce où tu vis. Déjà à l'isolement, on était 3, il faisait archi chaud. Mais là, on était 75. On dormait tous à côté, l'un de l'autre, on s'entassait, on dormait sur le sol. J'étais dans un film. Comment ma vie a pu changer du jour au lendemain comme ça? J'ai perdu 11 000 €, je suis en prison. À partir de là commencent les pressions psychologiques de l'avocate et de la police. Ils étaient de mèche. L'avocate vient me voir et me dit que c'est plus 11 000 €, mais 30 000 € qu'il faut réunir afin de me faire sortir. Parce que me faire sortir de la prison, ça coûte plus cher que me faire sortir de l'isolement. Bon, j'ai déjà lâché 11K, il faut encore réunir 19K. Ok. 24 heures chrono. Zaïd ramène les 19K restants. Mais je sors pas. Je vais péter les plombs. Tu me demandes 11K, tu me fais pas sortir. Tu me redemandes 30K, 19K de plus, tu me fais pas sortir. Il faut que je fasse quoi pour sortir d'ici? Un matin, l'avocate vient me voir et m'explique qu'elle a peur pour moi. Parce que mes parents n'ont plus l'argent pour payer. En effet, après avoir annoncé à mes parents que le prix n'était plus 30 000 mais 45 000, ma mère a fini à l'hôpital. Donc là, tu es en train de m'annoncer que ma mère, elle a fini à l'hôpital parce que tu lui as annoncé que c'est 15 000 € de plus. Tu m'as annoncé l'hospitalisation de ma mère pour une histoire d'argent. Je reste ici toute ma vie s'il faut, mais ma mère, elle a pas à finir à l'hôpital. L'équipe, la pression sur les parents, elle était terrible. Elle appelait mes parents tous les jours pour leur demander de l'argent supplémentaire. Et les semaines s'enchaînent, c'était comme ça. 60K, ah mais finalement le chef de la police veut plus, c'est 78K. Ah ok, 78K, ok tenez. Ah mais le chef de la police il veut plus, il veut 109K maintenant. De base il voulait 11K, maintenant il veut 109 000 €. Ok, mais c'est la dernière fois qu'on paye. Ça fait bientôt 1 mois et demi que je suis dans cette prison. Je vais péter les plombs. J'ai perdu 8 kilos, je pense toute la journée à ma mère, j'en ai marre, je veux sortir.
Le reste de l'argent a été réuni, les 109 000 € ont été réunis, et bien évidemment, l'avocate nous a encore demandé plus, mais c'est à ce moment-là qu'on a compris son jeu. En fait, tant qu'on lui donnait l'argent qu'elle voulait, elle allait toujours demander plus. Surtout quand l'argent est réuni en 24 heures. Pour réunir les 109 000 €, on a fait genre on galérait, et on a mis plusieurs jours à les réunir, afin qu'elle comprenne qu'on était à sec, qu'on n'avait plus de sous. Ça fait maintenant 6 semaines que je suis en prison. L'avocate vient me voir un matin et m'annonce que je vais être libéré. Ça fait 1 mois et demi, tous les 2 jours, elle me dit que je vais être libéré. Ça y est, j'y crois plus. Je vous dis la vérité, j'y crois plus. Non, monsieur Sabi, ne vous inquiétez pas, vous allez être libéré. Libère-moi et j'y crois. Le lendemain, on me ramène dans un centre médical et on me fait passer plein de fake tests. Pourquoi je dis des fake tests? Parce que dans tous les cas, je devais sortir et on s'est arrangé pour que mes résultats de test me font sortir. Mon test urinaire n'était plus positif, mais négatif. Je fais aussi une séance avec un psychologue qui m'analyse et qui en déduit que je ne fume pas. À la fin de la journée, on m'annonce ma libération. Le lendemain de cette discussion, j'ai été libéré. L'équipe, j'avais une tête de fou. J'avais une barbe de malade, des cheveux de fou, une moustache de fou, une tête de fou. Bon les frères, c'est le début de la libération. Guetté qui est venu me chercher. Voilà, Grand but, libérable. Voilà, j'y crois même pas frère, ça fait... Wesh. J'avais pas récupéré mon passeport, j'avais pas récupéré mes affaires, mais j'étais libre. Des potes sont venus me récupérer à la sortie, c'était un truc de fou. J'étais dans un état second et à ce moment-là, je me rendais pas compte que je venais de vivre. La première chose que j'ai faite en sortant, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé mon père et je suis parti voir mon singe. Parce que j'ai un singe à Bali, pour les gens qui me suivent sur les réseaux, j'ai un singe à Bali, Benoît, c'était incroyable, il m'a reconnu direct. Bon, je vais voir s'ils l'ont bien nourri à mon absence. Je vais lui montrer une banane, on va voir comment il va réagir. Baba. Oui. Ah ouais. Ah ouais. De base, on est arrivé, on était 10 à Bali. À ma sortie, on n'était plus que 4. Tu te rends compte ou pareil? Tu vas en vacances avec des gens, tu rentres en prison. Bon ben Hachmi il est plus là, il y a plus de buzz, on rentre en France. Le voyage il est plus rentable, on rentre. Le soir même, mes potes m'ont emmené au restaurant. Je disais pas un mot. Frère, ça faisait 6 semaines que je mangeais du riz. Je réalisais pas en fait. Mes potes me disaient ouais mais c'est bon Hachmi, t'es libre. Non, je suis encore sur le territoire, j'ai pas mon passeport, tu sais pas ce que j'ai vécu. J'étais traumatisé. Je suis trop content. À ma sortie, on a pris une villa entre potes, j'avais besoin de me reposer. 2 jours plus tard, l'avocate vient à la villa pour me ramener mon papier de libération. Voilà, elle a galéré à me faire sortir les frères. Elle a galéré. Merci maître, the lawyer, merci, good. Yeah. It was difficult, but now it's good. C'était dur, mais la sortie c'est sûr. Enfin! Pendant que je faisais l'hypocrite avec l'avocate, en la remerciant de m'avoir fait sortir d'ici, mes potes derrière, ils me vannaient parce qu'elle avait pris trop de bif sur mon dos dans cette histoire. Théma comme elle s'est mis bien. Avant c'était une pouilleuse. Avant elle venait en survêt ou pas? Survêt pyjama. Depuis l'affaire s'habille, elle s'habille. T'as capté ou pas? Durant tout ce temps, je savais que l'avocate m'avait escroqué. Je savais que l'avocate avait mis des pressions psychologiques à mes potes et à mes parents d'une manière hardcore. Mais le jour où elle m'a ramené le papier de libération, l'équipe, j'étais obligé de faire l'hypocrite. J'étais obligé de la remercier de m'avoir fait sortir. J'étais encore sur le territoire. Tant que j'étais sur le territoire, je pouvais rien raconter sur les réseaux, je pouvais rien faire. Il fallait que je fasse l'hypocrite jusqu'à que je quitte ce pays. Je me repose 2-3 jours, tranquille, et après je rentre en France. Du coup, j'ai mon papier de libération. Le lendemain, je vais récupérer mes affaires. Entre temps, il y a personne qui m'a envoyé de message. Passer plus d'1 mois en prison, ça a pas touché grand monde apparemment. Et c'est souvent ça, Ray. Quand tu es au top, tu vois, quand tu es au top, il y a tout le monde. Mais quand tu es au plus bas, il y a que la famille et les collègues proches. Il y a plus personne. C'est pas grave, ça m'a permis de faire le tri. Je vais me reposer 2-3 jours et je vais rentrer en France, l'esprit tranquille. Après avoir récupéré mes affaires, le lendemain, l'avocate m'envoie un nouveau message. Elle me sort plein de problèmes. Elle me dit que je dois ramener mon passeport à la police et que je vais devoir sortir plus d'argent. À ce moment-là, j'appelle Marc, le vice-président de l'ambassade française en Indonésie. Marc est formel. Hachmi, t'as ton passeport, t'as ton papier de libération, rentre chez toi. Ils veulent t'escroquer, ils veulent te prendre encore de l'argent. Ils t'ont fait goûter à la liberté pour te prendre encore plus d'argent. Le jour même, je prends un avion au départ de Denpasar pour rentrer en France. Au moment de passer au contrôle des passeports, j'avais la pression, la famille. Sur Allah, ils viennent me mettre le tampon. Sur Allah, je me taille d'ici. C'est carré. Et merci. J'ai vécu ça une fois, je veux pas vivre ça 2 fois. Je déguste mon petit burger en quittant ce pays. Une fois arrivé à Dubaï, je décide de tout raconter en story. De raconter le calvaire que j'ai vécu pendant 1 mois et demi à l'autre bout du monde. L'équipe, j'ai quitté Bali enfin. Je suis rentré à Dubaï pour 2 jours. Là, dans 2 jours, je me retaille déjà à l'autre bout du monde.
Les frères, je vais enfin pouvoir vous raconter toute la vérité sur ce qui s'est passé, sur le traitement qu'on m'a réservé, sur la corruption, sur la somme qu'on m'a fait payer pour sortir. Je vais tout vous raconter, les frères, avec preuve à l'appui. J'avais laissé le nom de l'avocate sur le papier de libération et je l'avais mis sur les réseaux sociaux. Certaines personnes ont retrouvé l'avocate et n'ont pas hésité à l'insulter. Elle m'a contacté sur WhatsApp afin de savoir pourquoi ces gens l'insultaient sur les réseaux sociaux. Et ben, je lui ai répondu ça. Sur le coup, je pense que je me suis pas vraiment rendu compte de ce qui m'arrivait. J'étais parti pour vivre des vacances de rêve avec mes potes. C'était censé être l'un des plus beaux séjours, peut-être les plus belles vacances de ma vie. On devait construire une école, on devait kiffer, frère. Au final, ça a été un cauchemar terrible. C'est arrivé, ça veut dire que ça devait arriver. Au fond, je m'en fous du mal que ça m'a fait à moi-même. Ce qui m'a peiné dans tout ça, c'est le mal que ça a fait à mes parents. J'ai mon père qui a attrapé le diabète suite à mon incarcération. J'ai ma mère qui a passé une nuit à l'hôpital. J'ai mon petit frère qui était en master, qui a failli arrêter ses études pour moi. Beaucoup de personnes m'ont aidé quand j'étais en prison. Le Moula Club a fait une cagnotte et ils ont réuni plus de 10 000 € pour moi. J'ai d'ailleurs remercié toutes les personnes qui m'ont aidé une par une. J'ai mis leur nom en description. La quantité de drogue qui avait été trouvée dans la valise, c'était genre quelques grammes. En France, on t'attrape avec ça, on te met une petite amende et rentre chez toi. Là-bas, on m'a fait sortir plus de 100K et on m'a fait vriller. Quand j'étais à l'isolement et en prison, je pensais beaucoup. De toute façon, il y avait que ça à faire. Et je me disais, Hashmi, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as pas fait dans ta vie? Dans ma vie, j'ai fait le tour du monde, j'ai kiffé. Il y avait une seule chose que j'avais pas faite. Et je l'ai faite en sortant de prison directement. Si j'ai fait cette vidéo aussi, c'est pas pour dénoncer la corruption de la police en Indonésie, c'est pour dire les gars, en vrai en France on est bien, on se plaint souvent de la France, mais à l'autre bout du monde c'est pas mieux, c'est même 100 fois pire. Et puis ça m'a permis de faire le tri aussi, ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à tout le monde. J'aurais pu en faire une vidéo YouTube beaucoup plus tôt, mais je juge que j'étais pas encore assez prêt. Aujourd'hui ça fait bientôt 1 an que ça m'est arrivé, et je pense avoir pris le recul pour en parler. La morale ultime de cette histoire, c'est que quand il t'arrive des dingueries, au final, y a que la famille. Avec le temps, tu vas peut-être garder un collègue ou deux, mais en vrai de vrai, il reste que la famille. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était ma première vidéo YouTube, l'équipe. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour donner un peu de force. Je vous attends aussi sur mes autres réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, TikTok. C'est là-bas que ça se passe. Let's go!